OK, merci infiniment. Rebonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. D'accord, bon, c'est Kaminon Sati. Et voilà, je suis celui qui a été choisi pour faire le coup avec vous. Nous allons parler un peu de WebSig, parler de tout ce qui concerne la programmation. Et je pense que ce n'est pas grave, le fait qu'on ait commencé peut-être un peu timidement, mais je pense qu'au fur et à mesure, on va plus se mettre encore dans la chose. Donc voilà, ne soyez pas timide. Voilà, la seule chose que je déplore, c'est le fait que vous n'avez pas pu jeter un coup d'œil sur le cours qui était sur la plateforme. Parce qu'avant quand même d'y être là, il était important de jeter un peu, juste un coup d'œil. J'ai eu à parcourir la plateforme et je me suis rendu compte que personne n'a pu jeter un coup sur, en fait, un œil sur le cours, à part une personne qui l'a fait, mais il y a pratiquement 5 jours de cela. Bon. Dorénavant, lorsque vous avez un cours qui est lancé, je souhaiterais que vous jetez un coup d'œil sur la plateforme, peu importe les consignes qui seront laissées, notamment peut-être vous devez travailler en groupe, mais vous devez aussi jeter un coup d'œil sur la plateforme. Je voudrais vous dire aussi que je suis spécialiste aussi en analyse et traitement d'images numériques. J'ai fait aussi la filière ATIM. Et donc, je vais dire qu'on est en famille et donc on peut vraiment échanger sereinement et tranquillement. Je voudrais par la même occasion dire merci au professeur Yuanta, aussi à M. Kra, à toute la direction du CURAT, à Mme Amandine, à tout le monde, et puis aussi à vous aussi pour votre présence aussi ce matin. Je voudrais dire infiniment merci au professeur Yuanta pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que c'est vraiment grâce à lui que nous avons plus aimé la géomatique, nous avons plus aimé la télédétection, nous avons plus aimé tout ce qui se fait dans la télédétection et même aussi au CURAT, avec aussi monsieur le directeur et tous les professeurs que nous connaissons bien. Je voudrais, avant de commencer, vous encourager à travailler avec tous les profs qui sont vraiment très excellents, tous les grands professeurs, c'est pour ceux qui vous enseignent, qui vous donnent toutes les notions. Donc, franchement, n'oubliez pas, soyez plus ou moins humble, soyez très engagés, puis cherchez. Je pense que vous me recevez. Vous me recevez? Oui, monsieur. D'accord. Si la voix est encore plus basse, vous me faites signe. D'accord. Donc, vous savez, la filière ATIN, la plupart des étudiants ont plus peur de cette filière parce que c'est une filière, pas qu'elle est difficile, mais elle est encore plus technique car elle renferme un peu plus de compétences informatiques, un peu plus de compétences je vais dire, un peu plus scientifiques, quoi, qui demandent beaucoup de choses en fait. Un background informatique, un background mathématique, un peu, voilà. Donc, ce qui fait que certains, à un moment donné, préfèrent changer de filière, d'autres vont faire peut-être AGT, d'autres vont faire CEDD, vraiment toutes les autres filières, parce que la filière semble un peu difficile. Bon, pas que c'est difficile. Bon, puis aussi, il y a d'autres choses aussi qu'on ne peut pas peut-être expliquer, mais bon, que je pense qu'au fur et à mesure, le cuir a tantôt de chercher à régler ça avec tous les cours qui sont mis déjà en ligne et puis à les professeurs qui sont disponibles. Donc, je voudrais franchement vous encourager à vous approprier tous ces cours, à vous approprier aussi des contenus des cours et à faire aussi des recherches personnelles. Demain, vous serez pris dans une entreprise. Sachez bien que ce sont vos compétences acquises ici au CURAT qui vont faire de vous les experts dans le domaine de l'analyse et des traitements d'images. Oui, je répète, ATIN n'est pas le fait de se mettre devant un ordinateur et prendre la souris, cliquer sur des logiciels, cliquer sur des boutons, cliquer sur certaines choses. Non, ATIN va au-delà de ça. Si c'est pour venir en ATIN et venir cliquer sur des boutons ou peut-être venir faire ce que tout le monde fait de façon standard, je pense qu'il serait intéressant de voir d'autres options que de venir en ATIN. Ici, le CURAT vous forme dans l'approfondissement des traitements des images, dans l'approfondissement de l'analyse avec des outils adaptés et adéquats qui vous permettent de pouvoir vraiment mettre en place une méthodologie simple, naturelle, en utilisant je vais dire, les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, l'informatique et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, je vous encourage
à travailler encore plus, à fouiller un peu plus, à regarder dans tous les documents, à vous perfectionner, à lire un peu partout. Voilà, je vous encourage parce que, comme on le dit, demain, vous serez pris en entreprise. Demain, le CULA va vous solliciter. Demain, l'université va vous solliciter. Demain, des entreprises vont vous solliciter. Il faut que vous soyez en mesure de répondre aux attentes des entreprises. Lorsqu'on va vous mettre dans le domaine informatique, vous êtes calé. Lorsqu'on va vous mettre dans le domaine des SIG, vous êtes aussi calé. Lorsqu'on va vous appeler dans le domaine de la télédétection, vous êtes calé. Un peu partout, vous êtes calé. En un mot, vous êtes pluridisciplinaire et vous devez mettre en place des très, très bonnes méthodologies pour vous faciliter les traitements et l'analyse des images. C'est très, très important. Voilà pourquoi vous, votre formation est plus ou moins accentuée sur le côté programmation, le côté dynamique concernant l'utilisation des ressources informatiques et des dernières vraiment méthodes liées à l'informatique. C'est très, très important. Donc, pour l'instant, moi, je fais 2 cours ici avec le professeur Yonta, qui est l'enseignant du cours. Et donc, je fais le cours de WebSig et le cours de programmation orientée objet, notamment le cours de Java. Alors, pour ce cours de WebSig, je voudrais vraiment présenter quelques prérequis qui sembleraient être importants pour vous. La première des choses, pour faire ce cours, je vous conseille d'avoir au moins une notion en JavaScript. Alors, en même temps, je pose la question suivante. Est-ce que vous avez fait le cours de JavaScript? Oui, professeur. En Master 1, c'est ça? Oui. OK. Donc, vous devez connaître au moins le minimum le cours de JavaScript. Ensuite, vous devez connaître, vraiment avoir fait le cours de web mapping. C'est normal, puisque après web mapping, c'est là que nous allons faire en même temps le WebSig. Donc, je suppose que vous savez déjà déployer le serveur, un serveur en ligne. Vous savez aussi installer certaines composantes, certains services. Vous savez tout faire. Ça fait partie de vos prérequis. Autres prérequis informatiques qui sont vraiment très importants, c'est avoir fait le cours de technologie web, plus précisément tous les premiers langages qui vous permettent de monter un site Internet, notamment le langage HTML, le langage CSS, voilà, et puis pour l'instant, on ne va pas trop se mettre un peu la pression en PHP parce que je suppose que vous n'avez pas fait le cours de PHP, ou bien vous l'avez déjà fait. Non, professeur. OK. Donc, je me dis que déjà pour le premier cours qui est le cours de HTML, le cours de CSS et le cours de JavaScript, je pense que les 3 cours, les 3 notions peuvent vous permettre d'aborder ce cours de WebSig-là sereinement et sans souci. Voilà. Donc, voici un peu présenté les prérequis et les préacquis nécessaires pour faire ce cours-là. Autre chose que je voudrais aussi partager aussi avec vous, il est important que chacun ait au moins une machine. Chacun ait au moins une machine. La dame qui est derrière, qui est juste à ma droite, je ne sais pas si elle a une machine à côté d'elle, celle qui est juste derrière le garçon. Est-ce qu'elle a une machine? Oui, j'ai une machine. Vous avez une machine? Oui. Et elle est là, la machine est là? Ah, c'est déjà bon. Donc, voilà. Il faut que vous ayez au moins une machine. Et puis quoi encore? Je pense que c'est déjà bon. Je voudrais demander, vous êtes combien en classe dans le groupe? 7. Vous êtes 7. Très bien. Alors, je voudrais vraiment qu'on apprenne à se connaître. Lui qui est devant va se présenter. Il va dire son nom et son prénom. Et puis, quelle est sa formation initiale? J'appelle formation initiale, je veux dire, est-ce que soit vous êtes géographe, ou vous venez directement de STRM, ou bien vous êtes informaticien, ou vous êtes mathématicien, tout ça. Je veux savoir un peu quelque chose concernant cela. Merci, professeur. Moi, c'est Grodji Couteau de Rondos. Je suis de, comment dirais-je, de l'UFSTR. C'est ça. OK.
La dame de derrière. Bonjour, monsieur. Monsieur, je suis Jomo Ariane Bourani et je viens de l'UFS. L'UFS STRM, c'est ça? Oui. OK. La dame qui se trouve à ma gauche. Monsieur, moi, c'est de Lebron Edith Stéphanie. Je viens de l'IGT. Ah, l'IGT, super. Alors, une deuxième question que je voulais vous demander, est-ce que vous utilisez fréquemment ou couramment les notions de programmation dans vos différentes activités, que ce soit professionnel ou peut-être à la maison? Je ne parle pas le fait de toucher à un ordinateur, toucher à une souris ou à un clavier, je ne parle pas de ça. Est-ce que quelqu'un a déjà monté un site Internet? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un langage de programmation pour mettre en place une application parmi vous? Nous avons déjà utilisé plusieurs fois, mais pas fréquemment. Moi, personnellement, pas fréquemment, mais à des occasions distinctes, j'ai eu à utiliser des langages de programmation pour mettre en place une application ou aussi quelque chose. D'accord. Allô, vous m'entendez? Oui, professeur. D'accord. Donc, je n'ai pas bien compris au moment où vous êtes en train de parler. J'ai essayé de mettre le casque parce qu'il y avait écho à mon niveau. Vous dites, madame? Je dis, monsieur, à mon niveau, j'ai déjà utilisé les langages de programmation pour mettre en place une application ou un site internet, mais ce n'est pas fréquemment. C'est juste des D'accord, d'accord. C'est vraiment intéressant. Alors, félicitations alors à vous, c'est bien. Le garçon, bon, les noms ne s'affichent pas là. C'est Koutou, non? Oui, monsieur. OK. Donc, Koutou. Monsieur, comme elle vient de le dire également, bon, pas fréquemment, mais de temps à autre, quand on a les cours, bon, souvent aussi on s'essaie, on utilise aussi les langages qu'on a en notre possession. C'est très bien. Madame? Monsieur, moi, j'ai déjà essayé de monter un site internet. D'accord. Pas vraiment terminé. J'ai commencé, mais Donc, vous avez déjà monté un site Internet, c'est ça? D'accord. D'accord. Généralement, quel est le langage que vous utilisez? Qu'est-ce que vous utilisez? Quel type de langage vous utilisez pour monter votre site ou votre application? Donc, monsieur, pour les sites là, c'est le HTML, CSS. Oui. HTML. Ah, HTML, CSS. Et madame, vraiment, je compte vous appeler par votre nom. Celle qui est à ma gauche. De le voir. Ah, bon, je comprends. Je n'arrive pas à bien comprendre le nom, ni même à bien prononcer. D'accord? Stéphanie, monsieur. OK, Stéphanie. Oui, Stéphanie. C'est HTML, CSS, c'est ça? Oui, c'est HTML. Ah, d'accord, je vois. Pareil aussi derrière pour... Ariane. Ah oui, d'accord. Pareil, HTML, CSS. Non, bon, monsieur, pas que ça. Normalement, HTML, CSS, mais pour l'application, j'ai dû mettre un peu de Python, mais avec des frameworks. Ah, Mais d'accord. Quel framework vous avez utilisé? Django. Django. Très bien. Django, ça c'est Python, hein? C'est ça? Hein? Oui. Ah, intéressant. Wow. Ça veut dire que vous avez une notion en PHP alors? J'ai juste suivi le framework, mais pour PHP. Ah, je vois, je vois. Juste manipuler, essayer seulement de manipuler, c'est ça? D'accord, je vois, je comprends, je vois. Donc, je comprends que vous utilisez la technologie web pour mettre en place des sites et des applications. Mais le type de langage que vous utilisez, ce sont juste des sites statiques. Ce ne sont pas des sites dynamiques. C'est statique. Ça veut dire que les informations restent figées et puis voilà, qui ne sont pas variables. C'est ça, non? Oui, monsieur. Ça, c'est bon.
Alors, ce qui est intéressant dans cette partie, ça veut dire qu'on arrive au moins à mettre en place une communication entre la machine et l'utilisateur. En fait, là, entre la machine et puis le client. Ici, le client, c'est l'utilisateur. Donc, entre une personne et une machine. Donc, on définit une communication. C'est bon déjà par rapport à une page web et que voilà, l'utilisateur clique sur certains boutons ou à quelques informations. C'est bien. C'est très bien. Alors, nous allons continuer toujours dans cette même tendance avec vous. Et là, nous allons orienter maintenant ces applications dans un autre domaine. Imaginez-vous si on vous demandait de mettre en place une application qui permet aux gens d'avoir des informations, notamment géographiques, notamment la position d'un individu ou peut-être la réservation des chambres d'hôtel pour des gens qui sont peut-être étrangers dans certains pays. Et même imaginez, je vous demande seulement de mettre en place une application qui définit votre position là où vous vous trouvez à présent. Est-ce que vous ne trouverez pas ça merveilleux? C'est bon, c'est bon. Ah, ça c'est intéressant. Imaginons encore que je vous demande au niveau de la forêt de Banco, qui se retrouve de l'autre côté là-bas, je vous demande de mettre peut-être une application qui nous permet de suivre la dynamique forestière, plus précisément de regarder la superficie restante au niveau de, je vais dire, de la forêt de Banco, ou peut-être le nombre peut-être de singes qui se trouvent dans un domaine bien précis. C'est-à-dire, on localise un environnement et puis on dit, bon, il y a combien de singes qui habitent dans cet environnement? Est-ce que cela ne va pas nous arranger? C'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que selon vous, est-ce que ça ne sera pas intéressant? Si, ça serait intéressant pour vous. Ah, très bien. Ça sera très intéressant. Alors, effectivement, vous voyez que ce type d'applications que nous sommes en train de décrire, en réalité, ne sont pas des applications que vous avez l'habitude de faire. Ce sont des applications qui vont utiliser des notions géographiques, des informations géographiques et qui pratiquement vont permettre aux utilisateurs ou aux décideurs d'avoir de façon dynamique des informations précises, réelles et, je vais dire, véritables, et même encore spatialiser ces informations. Autre chose, imaginez-vous, vous êtes là et puis on dit « il pleut à Abidjan ». Vous suivez? Il pleut à Abidjan. Et vous vous posez la question, quel est l'environnement ou quel lieu ou quel quartier va se juste dérouler une inondation dans le but d'informer la population pour ne pas aller vers cet endroit-là. Donc, vous voyez, si vous appelez quelqu'un et que tu demandes à ton voisin qui se trouve peut-être à Koumassi ou je vais dire à Bobo pour demander est-ce que là-bas il y a la pluie, il va dire oui. Tu vas te demander, tu poses la deuxième question, est-ce que l'espace est inondé? Il va te dire oui. Ça, il va dire oui s'il est sorti. Non, s'il n'est pas sorti, qu'il est dans sa chambre, il va dire que voilà, il n'a aucune information. Donc, vous voyez que le fait d'appeler votre camarade, il ne pourra pas vous donner de façon plus exacte les vraies informations. Maintenant, imaginez si on a une application qui est en ligne, qui par rapport à l'état climatologique ou même encore à l'état pluviométrique, on essaie de définir, je vais dire, la possibilité d'avoir une inondation dans un quartier de beauté. Vous voyez que ça devient intéressant pour la population, ou bien? Voilà, ça devient très intéressant. Alors, toutes ces applications que je viens à peine de les citer sont possibles à réaliser et ces applications, vous êtes appelés à les réaliser. Nous classons donc ces applications dans une catégorie d'applications que nous appelons WebSig. Voilà donc le cours que nous allons faire durant, je vais dire, qui est ouvert, mais que nous allons nous prononcer là-dessus sur, je vais dire, sur 2 séances. La première séance qui va se dérouler maintenant jusqu'à, on va dire peut-être jusqu'à 13 h. Et la prochaine séance, à la fin, nous allons essayer de définir la prochaine séance. Alors, la première question qu'on se pose, qu'est-ce que c'est qu'un WebSig? Quel est le rôle? Quelles sont donc les étapes? Quelles sont donc les différentes composantes d'un WebSig? Nous avons, à cet effet pour ce cours, défini des leçons. Donc, c'est un cours qui comporte 3 leçons. Donc, je vais partager mon écran. Je partage mon écran.
Et puis, nous allons suivre ensemble quelques petites présentations, quelques explications qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un website. Donc, je partage mon écran. Alors, donc je disais que la leçon, le cours WebSig est constitué de 3 grandes leçons. La leçon 1, la leçon 2 et la leçon 3. La première leçon nous permet de présenter quelques généralités du WebSig. La deuxième leçon nous permet de vous présenter des outils clés qui interviennent dans la mise en place d'un WebSig. Et la troisième leçon nous permet de passer à la phase pratique. Donc, voici donc les 3 leçons qui définissent le cours WebSig. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de quelques notions liées à la première leçon et à la deuxième leçon. Donc, nous allons parler de quelques généralités et ensuite, nous parlerons aussi des outils qui interviennent dans la mise en place d'un WebSig. Est-ce que quelqu'un a des questions d'abord avant que nous ne commencions notre séance? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, professeur. D'accord. Alors, donc, l'échange va se dérouler en 2 grandes étapes. La première étape concerne la compréhension du cours et la deuxième étape concerne les TP que nous allons essayer de dérouler avec vous pour nous permettre de télécharger les utilitaires et les installer. Donc, je suppose que la première partie de ces échanges va se dérouler en 30 minutes. Et puis, nous aurons donc 2h30 pour parler du téléchargement et de l'installation de certains utilitaires. Alors, dans la compréhension, il est important de comprendre quelques concepts liés au WebSig. Si nous voudrons vraiment être encore plus pointueux, on se rend compte que le mot WebSig comporte 2 notions. Qui peut me faire ressortir les 2 notions? La notion web, la notion SIG. Très bien. On a la notion web et on a la notion SIG. Alors, si donc WebSig concerne ou comporte 2 notions, web et SIG, ce qui veut dire que nous avons 2 aspects très importants dans la mise en place d'un WebSig. On dira ici que un WebSig n'est rien d'autre qu'un système d'information distribué qui comprend au moins un serveur et un client. Ça, c'est très important. Donc, je reprends. Un WebSig est un système d'information distribué qui comprend au moins un serveur et un client. Généralement, le serveur est un serveur SIG et le client est un navigateur web. Généralement, le client est un navigateur web. Un autre point, l'application SIG ici utilise les technologies web pour la diffusion des informations et des fonctionnalités. C'est tout. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'un WebSig est une application qui comprend au moins un serveur et un client. C'est tout. Dont le but est de diffuser des informations et des fonctionnalités. Voilà ce que vous êtes amené à comprendre dans le concept WebSig. C'est comme toute autre application. C'est comme toute application web que vous mettez en place. Je vous ai demandé si vous avez déjà mis en place un site. Vous avez dit oui. Il y a l'autre qui disait qu'elle avait tendance à mettre un peu des applications en place. Donc, c'est aussi des applications. Mais des applications orientées web, mais qui comprennent
au moins un serveur. J'ai dit ici au moins un serveur parce que, étant donné que nous avons une application web, nous avons un serveur qui est déjà déployé. Ensuite, après le serveur web, nous avons un serveur cartographique qui est aussi déployé. Donc, voilà pourquoi on a dit au moins un serveur, ce qui est très important. Alors, quelle est donc l'architecture d'un WebSig? Donc, nous vous présentons l'architecture comme toute application orientée web. Un WebSig, comme on l'a dit dans la définition, c'est une application qui a un serveur au moins et un client. Donc, que fait le client? Le client, c'est le navigateur, comme on l'a dit. Il émet ce qu'on appelle des requêtes. Donc, vous voyez ici, dans le premier rectangle, vous avez le navigateur qui est appelé ici client. Que fait le client? Le client émet des requêtes. Donc, je prends un exemple. Vous trouvez sur votre application et vous émettez peut-être la requête « Je veux savoir la position de M. Koudou ». Ça, c'est la requête que vous émettez à partir du navigateur. Donc, vous tapez dans le navigateur « Position de M. Koudou ». Alors, que fait maintenant le navigateur? Le navigateur transmet exactement votre requête au serveur web, qui lui, à son tour, va se connecter au serveur cartographique pour définir exactement quelle est la position de M. Koudou. Parce que qui parle de position, parle de coordonnées géographiques, notamment sa position en longitudinale et en latitude. Donc, on va essayer de regarder à quel niveau se trouve M. Koudou. Or, tout ce qui concerne des informations géographiques sont généralement gérés par les serveurs cartographiques. Donc, lui, à son tour, le serveur cartographique va interroger le système de base de données SIG qui est déployé en son sein pour demander quelle est donc la position de M. Koudou. Eux, à leur niveau, le système de base de données qui est déployé, spatial en question, généralement, le système est géré soit par PostgreSQL. Vous avez fait déjà le cours de PostgreSQL, je pense bien. Donc, à son tour, va répondre à la requête qui a été donnée par le serveur, par le client. Donc, il trouve la position et qu'est-ce qu'il fait? Il donne cette position au serveur cartographique qui, à son tour, retransmet. C'est là où vous voyez la flèche. Vous voyez la flèche monte au niveau de la, comment on appelle même la base des données. La flèche monte maintenant. Donc, la requête qui est trouvée, la réponse, il redonne ça au serveur cartographique qui lui redonne encore. Donc, nous avons le sens qui est là, c'est ce sens, qui redonne au serveur web, qui à son tour, qu'est-ce qu'il fait le serveur web? Le serveur web maintenant fournit au navigateur la position de M. Koudou. Notamment, si M. Koudou se trouve dans une ville, il nous donne des images de cette ville et plus précisément sa position exacte avec peut-être un point, un marqueur ou peut-être quelque chose d'autre qui vont nous permettre de localiser M. Koudou. Voilà en fait comment se transmettent les informations d'un serveur à un autre. C'est bon? C'est bon? Oui, professeur. Donc, ça, c'est ce que vous êtes appelé à comprendre. Ça, c'est en termes de fonctionnement, en termes d'architecture. Vous ne pouvez pas mettre en place une application si vous ne comprenez pas l'architecture. L'architecture, si vous voulez, c'est la structure, le fonctionnement de votre application. Comment l'information est véhiculée dans votre application. Donc, du navigateur, j'émets une requête. La requête, elle peut être spatiale ou peu importe, mais généralement, c'est une requête spatiale, puisque nous sommes dans le cas d'un WebSig. La requête spatiale est transférée au serveur web, qui lui, à son tour, va communiquer l'information au serveur cartographique pour lui dire « Trouve-moi telle information dans laquelle se trouve une information géographique. » Et donc, le serveur cartographique, lui, n'a pas les données. Lui ne dispose pas de données parce que les données, généralement, sont stockées dans des bases, dans des systèmes de bases de données.
C'est très important à savoir. Donc, le serveur cartographique interroge le système de base de données pour lui dire, je veux que tu me trouves la position de telle personne. Et automatiquement, que fait le serveur, le système de base de données, et ils émettent la requête à leur sein, et ils trouvent la requête, et qu'est-ce qu'ils font? Ils redonnent la requête au serveur cartographique, qui à son tour va transmettre cette information au serveur web, avec toutes les informations, que ce soit les informations cartographiques, que ce soit les informations tout et tout, et il remet ça au serveur web, qui à son tour va les présenter au navigateur. Et c'est ce que nous voyons quand nous partons sur des sites et que nous tapons peut-être sur Google Maps, quand nous tapons un point, nous voyons exactement notre position. Et c'est un peu cette architecture-là qui est définie par ces différentes applications. Voilà donc ce qui concerne l'architecture d'un website. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette partie? Non, professeur. Donc, ça veut dire que vous avez compris? Oui, professeur. Madame, tu es derrière. Oui, je n'ai pas entendu la réponse. Ah oui, c'est ça. Wow. Madame Stéphanie, ça va? Oui, c'est ça. Wow. OK, ça va. Alors, quelles sont donc les composantes d'un website? Les composantes. Alors, voici donc une application website. Une application website a généralement, je dis bien généralement, 5 composantes. Je reprends. Une application website a généralement 5 composantes. La première composante, c'est l'application web. L'application web, c'est l'interface qui se trouve devant vous. C'est-à-dire, quand vous tapez, quand vous vous connectez à votre application, il faut qu'il y ait l'interface qui vous présente votre application. Si vous voulez, il faut qu'il y ait la page d'accueil. Donc, le premier point ou la première composante, c'est l'application web qui n'est rien d'autre que la page d'accueil, la page de, si vous voulez, la page qui présente tout ce que vous devez savoir sur l'application. Et la page qui contient aussi les petits boutons, les petites cases, ainsi de suite. Tout ça, c'est la première composante. Et sur le schéma qui est juste devant vous, nous avons appelé ça le cadre qui se trouve devant vous, dans lequel est situé, se trouvent les différents petits boutons que vous voyez. Donc, c'est ce cadre-là. Et généralement, ce cadre-là, c'est une page HTML. Une page qui contient des balises HTML et que vous devez concevoir vous-même. Vous devez écrire. Voilà pourquoi je vous ai demandé que vous devez d'abord maîtriser quelques notions HTML. Donc, vous devez écrire cette page qui contient des informations HTML. Ensuite, on a dit que nous avons une application website. Donc, on ne peut pas parler d'application sans qu'au moins on ait une notion cartographique. Donc, la deuxième composante au niveau d'un website, ce sont les fonds de cartes numériques. Vous ne pouvez pas monter une application web et ne pas mettre des fonds de cartes numériques. Ça, il faut que vous compreniez ça. Donc, votre première des choses, la deuxième, c'est de mettre en place des fonds de cartes. Ça, c'est vous qui devez vraiment trouver ces fonds de cartes-là. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fonds de cartes qui existent, que vous pouvez déjà télécharger et puis déployer ça, insérer ça ou appeler ça dans votre page, dans votre application website. Ça, c'est la deuxième composante. Donc, ici, dans ce, comment on appelle la même là, sur cette figure, vous regardez le 2, c'est marqué Base Map. C'est juste notre fond de cartes qui contient quelques informations, notamment des informations sur des places, des informations sur des terrains, des informations sur des routes, des informations sur tout ce dont nous avons besoin. Parce que c'est sur cette carte que nous allons essayer d'appliquer nos différentes requêtes. C'est très important. La troisième composante, c'est ce que nous appelons une
ou plusieurs couches opérationnelles. Nous ne pouvons pas mettre en place une application WebSig et laisser la notion de couche. Ça, au moins, vous savez, quand vous avez fait le cours de GeoServer, on vous a montré comment on déployait les couches et ainsi de suite. Voilà, vous avez des couches shape que vous devez vraiment déployer. Vous devez télécharger ou uploader dans votre application. Parce que ce sont ces couches-là qui contiennent quelques informations de votre zone. Prenons peut-être un exemple. Vous voulez travailler sur, vous voulez mettre une application WebSig orientée vers la dynamique forestière. Mais il faut bien que vous ayez une couche qui contient les informations de, je vais dire, peut-être de la forêt ou de l'espace d'études ou de quelques notions clés qui entrent en ligne de compte dans votre étude en question. Si c'est peut-être la végétation, vous devez avoir une couche sur la végétation. Si c'est sur la savane, une couche sur la savane. Si c'est sur les arbres, vous devez avoir une couche sur les arbres. Donc, tout ça, nous devons voir ces informations dans votre application. Voilà pourquoi, sur le graphique, nous avons la troisième partie, qui est marquée 3, qui contient les couches clés que nous devons uploader dans notre WebSig pour permettre aux gens d'avoir toutes les informations possibles, pour permettre aux décideurs de pouvoir comprendre comment les informations sont traitées, comment les informations sont véhiculées à travers les différentes couches. Donc ça, c'est la troisième composante. Alors, nous avons des couches, nous avons des fonds de 4, mais il faut bien que nous exécutons des tâches. Ah oui, il faut qu'on ait des tâches. On ne peut pas avoir une application WebSig et puis on est là et il n'y a aucune tâche. Non, il faut que peut-être on essaie de demander, calcule la superficie du champ de M. Coutou ou calcule peut-être, je vais dire, la distance qui sépare la maison de Stéphanie à la maison de M. Coutou. Donc, tout ça, vous devez savoir, vous devez mettre ces différentes tâches. Donc, les tâches ici, ce sont les actions que vous définissez pour permettre à l'utilisateur d'émettre ces différentes requêtes. Ça, vous devez comprendre ça, les tâches. Donc, nous pouvons avoir peut-être des tâches comme mesurer les distances, des tâches comme définir, calculer les superficies, des tâches comme trouver le niveau d'eau ou peut-être le débit d'un cours d'eau, ou trouver encore la portion de terre qui reste après le passage d'un feu de brousse, ainsi de suite. Ce sont ces tâches-là que vous définissez vous-même. Donc ça, c'est la quatrième composante. Tâches et des outils entrant dans le cadre de l'application WebSig. Et sur notre graphique là-bas, vous avez les différentes tâches, qui est le petit 4. Donc, la première tâche encore, où vous zoomez. Souvent, quand vous partez sur les 4, vous voyez, il y a des boutons où vous zoomez, vous dézoomez, vous agrandissez, vous pouvez faire un return, vous pouvez faire peut-être un S. Toutes ces choses, ce sont les différentes tâches que vous devez définir vous-même. Et sur la partie, dans notre graphique ici, le 4, ce sont les boutons que nous mettons pour définir les différentes tâches et les outils nécessaires qui entrent dans la mise en place de notre WebSig. Ça, c'est la quatrième composante. La cinquième et dernière composante, c'est qu'un WebSig est appelé à utiliser des géodatabases. Ça veut dire que ces informations-là doivent être régulièrement mises à jour. Imaginez-vous, l'année dernière, vous avez étudié peut-être, je ne sais pas, le niveau du cours d'eau, peut-être le niveau de Bandama. Et cette année, vous voulez savoir le niveau. Mais si vous ne mettez pas à jour ces informations dans votre base de données, c'est fort évident que tout utilisateur qui va lancer la requête aujourd'hui ne pourra pas avoir des informations fiables. Donc, il faut que ces informations soient mises à jour. Et les informations mises à jour doivent être stockées dans une base de données. Et ces bases de données sont des bases de données à référence spatiale. Voilà pourquoi nous appelons des géodatabases. Généralement, nous utilisons les systèmes de gestion des bases de données comme PostgreSQL, que nous tous, nous connaissons très bien. Voilà, donc vous pouvez utiliser Postgre et vous définissez exactement toutes les informations nécessaires
dans votre base de données. Et c'est cette base de données-là que l'application va interroger tout le temps pour émettre ces différentes requêtes. Voici donc le 5e point, ou encore du moins la 5e composante de votre application WebSig. En résumé, vous devez retenir ceci. Une application WebSig est composée de 2 mots. Une application web et un système d'information géographique. En un mot, c'est une application distribuée qui comprend au moins un serveur et un client. Le client est le navigateur et le serveur peut être soit un serveur cartographique ou encore un serveur web. Voici donc les différentes parties de votre application WebSig. Dans la mise en place de façon plus concrète, vous avez ce qu'on appelle des composantes importantes à pouvoir définir dans votre application WebSig. La première composante, vous avez l'interface de votre application qui définit l'application web elle-même. Ensuite, vous avez des fonds de cartes que vous devez établir ou encore uploader dans votre application. La 3e composante, vous devez avoir des couches opérationnelles qui doivent être tout le temps, oui, consultées tout le temps. Et ceci doit définir vraiment l'une des composantes principales de votre application WebSig. Donc, les couches. En fonction de l'étude que vous menez, c'est vous qui définissez vos différentes couches. Et les couches-là, vous devez les héberger dans votre serveur cartographique. Généralement, nous utilisons GeoServer. Enfin, nous devons définir des tâches pour permettre à notre application d'interagir avec l'utilisateur. Des tâches comme peut-être donner les statistiques par rapport à un phénomène que nous souhaitons avoir, définir aussi des distances, calculer des superficies, essayer de trouver le nombre peut-être de blessés lors d'une inondation. Tout ça, vous devez définir ces tâches dans votre application WebSig. Mais toutes ces composantes ne sauraient réagir s'il n'y a pas de système de gestion de base de données arrière. Et ce système de base de données, généralement, utilise la référence spatiale que pour nous ici, qui est Postgre, que nous utilisons beaucoup. Postgre, que nous utilisons beaucoup. Voilà. Voici donc, juste pour la première partie, au niveau de la compréhension de ce cours WebSig. Ce qui est important à savoir, c'est que vous devez comprendre que ce cours-là est purement pratique parce que nous allons vous permettre à la fin de ce cours d'arriver à la mise en place d'un WebSig. Vous devez être capable de monter une application WebSig qui peut permettre aux décideurs, aux autorités, aux entreprises de prendre des décisions bien précises dans un domaine bien précis. Voilà donc pour la première partie. Et je me porte donc volontiers à répondre à certaines questions si ces questions existent bel et bien. Questions? À part GeoServer, il y a d'autres serveurs cartographiques. Excusez-moi, j'ai tellement de soucis avec eux. Vous pouvez répondre à la question? Monsieur, on a fait avec. Vous pouvez répondre à la question? Et puis, monsieur, c'est GeoServer qu'on a. Allô, vous me recevez? Monsieur, on vous entend. Allô, vous me recevez? Oui, professeur, on vous entend. Allô, vous me recevez? Oui, monsieur. Oui, professeur. Voilà, d'accord. Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur, nous, c'est GeoServer qu'on a déjà utilisé avec professeur Lyonta. Donc, nous aimerions savoir, à part GeoServer, les autres, quelle est la différence avec les autres serveurs? Alors,
Ici, notre objectif, c'est d'utiliser les serveurs cartographiques gratuits et libres. Il n'y a pas, les serveurs cartographiques ont pratiquement les mêmes manières de fonctionner, sauf que dans certains serveurs, dans certains autres, vous avez je vais dire quelques variantes, quelques améliorations qui permettent, qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus vite. Mais l'objectif ici, c'est d'utiliser des ressources gratuites pour que vous puissiez mettre en place votre application web-site. Voilà pourquoi nous utilisons généralement GeoServer, qui est d'abord gratuit, mais aussi dont la communauté est encore plus vaste et encore plus dense, qui nous permet de pouvoir améliorer. Parce qu'on peut réécrire aussi quelques fonctionnalités de GeoServer, puisque c'est un ensemble de... Même vous, si vous constatez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous pouvez déjà, en fait, que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous pouvez améliorer, vous pouvez faire des propositions pour améliorer la qualité de ces serveurs cartographiques. Donc, moi, ce que je peux vous dire, tous les serveurs peuvent être utilisés. Même dans ce cours, nous utilisons que GeoServer à cause, je vais dire, pour juste le caractère gratuit, accessibilité pour ce cours-là. J'ai répondu à la question? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Monsieur, Oui. au niveau des éléments... Excusez-moi, j'ai un souci de micro, donc ce qui fait que j'ai du mal vraiment à bien comprendre certaines choses. Donc, allons-y. Veuillez reprendre, s'il vous plaît, madame. Monsieur, je disais, au niveau des éléments de l'application web-site, Oui. au 5e point, vous avez parlé Oui. de géodatabase. Oui. Est-ce que vous avez dit que cette database devait être mise à jour régulièrement? Oui. Maintenant, je pose une question. Est-ce possible de les mettre à jour automatiquement ou bien il faut forcément les mettre à jour? Très bien. Vraiment? Très bien. La question est tellement pertinente. La base de données étant hébergée par votre système de base de données, vous devez mettre, vous, à jour cette base de données à partir des formulaires que vous-même, vous allez mettre en place. Ça ne concerne pas pour l'utilisateur. L'utilisateur, lui, ne doit pas peut-être comprendre ce que vous voulez faire, sauf si vous voulez donner sa permission. Si vous demandez à l'utilisateur de modifier vos données que vous-même vous avez stockées dans votre application là-bas, soyez rassurés que votre système va se couler correctement. Donc, ça dépend de vous. La mise à jour peut être faite par rapport à une plateforme que nous appelons peut-être des formulaires que vous me pouvez mettre en place pour permettre aux gens de mettre à jour. Si réellement c'est une application web qui nécessite des mises à jour venant de la part de l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Un utilisateur peut enregistrer une information dans votre application website, mais en même temps peut venir mettre à jour cette information. Ça aussi, ça fait partie des rôles et des permissions que vous pouvez mettre en place par rapport à votre application. Ou bien, vous pouvez vous-même vous porter garant pour dire, je ne veux pas prendre le risque là pour permettre à l'utilisateur de manipuler ma base de données. Ce qu'il peut faire, c'est de faire seulement des requêtes de visualisation. C'est-à-dire, l'utilisateur peut consulter, l'utilisateur peut peut-être imprimer, l'utilisateur peut, je ne sais pas faire quoi encore, enregistrer, mais l'utilisateur ne peut pas modifier ou valider les données sur mon application. Donc, tout c'est vous. Donc, la mise à jour, c'est à vous. Mais sachez bien que toute mise à jour nécessite véritablement une base de données qui est en arrière-plan et qui est généralement hébergée dans un système de gestion de base de données. Lorsque vous mettez une application qui n'est pas totalement orientée web-site, qui est une application naturelle, c'est-à-dire une application web, vous utilisez les serveurs comme MySQL, vous utilisez des serveurs, plusieurs serveurs que vous pouvez prendre pour héberger votre application. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsque vous utilisez une application web-site qui demande des références ou des informations géographiques, vous êtes appelé à mettre en place un système de base de données qui utilise les références spatiales. Et nous, dans notre cas ici, nous avons Postgre
qui fait vraiment le travail exceptionnel. On a PostgreSQL, PostgreSQL le couple-là fait vraiment un travail exceptionnel. Donc, lorsque nous créons notre base de données, alors nous faisons quoi? Nous faisons nos mises à jour continues là-dessus, soit par l'application elle-même à travers un formulaire, ou soit par nous-mêmes à travers la partie administration de la base de données PostgreSQL. Voilà. Mais sachez bien que la mise à jour doit être continue. Ça, c'est vous qui devez faire ce travail-là. Maintenant, si vous voulez laisser la permission aux utilisateurs, bon, ça n'engage que vous, hein, madame. Monsieur, Oui. monsieur, j'aimerais revenir sur ce qu'elle a dit pour demander en fait, est-ce qu'on peut mettre en place un algorithme afin que ça se passe automatiquement sans qu'on ait à venir toujours mettre à jour? Oui, très bien. On peut tout faire. Vous pouvez tout faire. Je prends peut-être un exemple. Vous voulez mettre en place une application website qui, en fonction de l'état de, je vais dire, de la température, fait une mise à jour automatique. Vous pouvez définir ça au sein même de la base de données. On peut mettre en place des algorithmes, même au sein même de la base de données. Comme aussi de l'application, on peut dire l'application, tu nous fais une prévision de la température. Si la température dépasse tant, alors tu fais un update. C'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle une mise à jour. Donc, tu fais la mise à jour en sauvegardant ces informations-là dans ma base de données. Ça aussi, l'algorithme, c'est vous qui le faites. Et c'est possible. On peut tout faire, madame. On peut tout faire. Une mise à jour automatique, une mise à jour manuelle, une mise à jour semi-manuelle, semi-automatique. Tout dépend de vous. Une mise à jour même supervisée, tout dépend de vous. Ça veut dire quoi? Vous mettez la mise à jour, vous faites la mise à jour, mais cette mise à jour doit être validée par un administrateur pour être sûr que l'information que vous voulez renseigner là, est-ce que c'est vrai? Parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de pirates qui, leur objectif est d'infiltrer votre base de données et prendre les informations que vous souhaitez prendre. Prenons un exemple, madame, pour vous permettre de comprendre. Vous avez votre plateforme Facebook, que vous voulez que votre plateforme fasse des mises à jour continues de toutes vos informations, de vos positions, de vos localisations. À chaque fois que votre application Facebook détermine votre position, en même temps, Facebook valide la mise à jour. Ah, mais je ne peux pas vous en dire plus, parce que si vous laissez la permission à votre application Facebook de faire une mise à jour continue, il peut arriver qu'on peut être dans des endroits difficiles, compromettants. Donc, vous imaginez quelle information notre application va tout le temps enregistrer. Et si un hacker vient prendre maintenant la permission de notre plateforme, comment on devient? Voilà pourquoi généralement les mises à jour, on évite les mises à jour automatiques, mais on fait plutôt les mises à jour validées par un administrateur. On fait des mises à jour, mais dès qu'on arrive, nous on valide et puis on est sûr que ce que toi tu veux mettre à jour là, on est d'accord et on a validé. Ça aussi, c'est une possibilité. Comme ce que vous dites, c'est aussi une possibilité. On peut tout faire, madame. Soyez sans crainte, on peut tout faire automatiquement. C'est bon, je répondais à la question? Allô? Monsieur, monsieur. Je répondais à la question? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, est-ce que quelqu'un, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant au TP. Bon, la seule chose dans cette histoire, c'est que je ne sais pas, est-ce que vous... D'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez la connexion? Bon, la connexion passe, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà installé Tomcat sur votre machine? Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord, vous avez déjà installé GeoServer, c'est normal. Oui, monsieur. Et vous l'avez installé en quoi? En virtuel ou bien vous l'avez installé complètement sur votre machine? Complètement sur la machine. Très bien, complètement sur la machine. D'accord. Intéressant. C'est bon, je vois. C'est bon. Alors. Ça va être en virtuel. Si, comme tu vas, comme ça. C'est vrai d'installer la machine.
peut continuer? Oui, professeur. Monsieur. Nous attaquons maintenant les TP. Aujourd'hui, nous allons faire 4 TP. Il dit bien 4 TP. Est-ce que vous pouvez télécharger sur la plateforme? On va aller sur la plateforme. On va aller sur la plateforme. Venez sur la plateforme de cours. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez télécharger. Ressources. OK. Regardez. Vous voyez où c'est marqué ressources. Ressources WebSig. Vous voyez? Oui, professeur. D'accord. Vous téléchargez cette ressource-là. Vous téléchargez cette ressource-là. Si vous avez fini, vous me faites signe. Voilà. Donc, vous téléchargez. Donc, moi, je vais télécharger pour le mettre au bureau. Donc, on télécharge. Vous avez fini de télécharger. La ressource étant téléchargée, voici ce que vous avez, s'il vous plaît. Vous avez dans cette ressource, vous avez les outils et vous avez tableau de bord. Vous avez outils, vous avez tableau de bord dans la ressource téléchargée et vous avez le jQuery 3.0.0.min.js. Voici donc les 3 fichiers contenus dans cette ressource-là. Si vous avez fini de télécharger, faites-moi signe et nous allons travailler. Quelqu'un a fini? On a lancé les téléchargements.
D'accord. Madame Stéphanie, c'est fini? C'est long chez moi. C'est long? Arnold, c'est Arnold, non? Oui, c'est Coutou. Bon, Koutou, ok. Et celle qui est derrière? Ariane. Voilà, Ariane, en fait. Ariane, c'est comment? J'ai lancé le téléchargement. D'accord. D'accord. On va attendre un peu. Si quelqu'un a fini, la personne peut partager son écran. On va travailler un peu sur l'écran de la personne. Monsieur, Ah, il n'y a qu'un seul garçon. Donc, le garçon, toi, tu vas te prendre, si tu fais le tout premier partage, on va passer au deuxième. La dame de derrière va faire le deuxième partage et ainsi de suite, troisième partage. Donc, Koutou, on va suivre avec toi si tu as fini de tout télécharger. Hein. Ok, c'est bon. OK. Vraiment, ne vous gênez pas. Si vous avez des petits soucis, il y a mon mail qui se trouve toujours sur la plateforme. Vous pouvez m'amener des mails et on peut vraiment échanger. Vous avez compris? Ne vous gênez pas du tout. S'il y a des choses aussi que vous ne comprenez pas, vous nous faites signe. On va toujours échanger. Dès que vous envoyez le mail, je réagis instantanément. Peu importe l'heure. Instantanément. La dame avait parlé de faire les choses automatiquement, c'est ça? Ne vous gênez pas. Vous amenez le mail, c'est automatique, la réaction. Oui, quel que soit le. Quel que soit l'heure. Je vous donne le bar. Non, mais elle a dit automatique, non? Non, non, non. Mais c'est automatique là. Automatique là. Est-ce que ça répond spécifiquement à chaque question qu'il est posée? Ah, donc pose la question. Je vous ai dit, avec l'informatique, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. Mais n'oubliez jamais, ne laissez pas, surtout quand vous mettez votre application web en place, arrangez-vous à mettre assez de principes de sécurité pour ne pas que les gens arrivent à vraiment bousiller votre application. Ah oui, imaginez vous tapez 6 mois en train de monter votre application web, WebSig. Vous finissez, vous êtes tout fatigué, et puis quelqu'un, en 1 seconde, il écroule complètement votre application. Mais quand quelqu'un prend le commande de votre application, mais pour aller arracher ça dans sa main, c'est difficile. Vous ne pouvez pas. Dès qu'il prend les commandes de l'application, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Hein. C'est difficile. Donc, mettez plusieurs contours de sécurité. Généralement, les mises à jour, faites attention. Si vous avez une application que vous me laissez la possibilité de faire des mises à jour, moi, je vais prendre votre application en une fraction de seconde. Hein. Une fraction de seconde. Donc, attention, ne le faites pas comme ça. Validez vous-même vos mises à jour. Voilà. S'ils veulent faire, ils font les mises à jour. Mais en réalité, eux, chez eux, ils vont penser que ça a été validé en fait. Et c'est pas ce que vous comprenez. Ils vont penser que ça a été validé, les utilisateurs. Parce que dès qu'ils cliquent mise à jour, il y a un message qui arrive pour dire que non, que voilà, vos mises à jour ont été prises en compte, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça n'a pas été pris en compte. Vous allez recevoir les mises à jour et c'est vous qui allez valider ça maintenant. N'oubliez pas, faites comme ça. Ça va beaucoup vous aider à la longue.
On a pu télécharger. C'est fini maintenant? Oui, c'est bon, on va finir. D'accord. Commençons par le serveur cartographique Tomcat. Il dit serveur cartographique, le serveur web, au top moi. Tomcat. Je partage mon écran et... Oui? Ici, Tomcat là. Oui. Et dans le fichier qu'on peut télécharger. Oui, tout est dedans. En fait, j'ai téléchargé toutes les ressources pour vous. Tout. Tout ce dont vous avez besoin, même pour monter d'autres applications web dans l'avenir. Tout. Tout est dedans pour vous. J'ai pris aussi le soin d'écrire quelques codes pour vous aussi. Pour vous, seulement. Que vous pouvez utiliser pour monter aussi d'autres applications web quand vous voulez. Ça dépend de vous. Mais avant que vous ne les utilisez, il faut comprendre et apprenez aussi à écrire aussi vos codes. Ou bien? Voilà. Donc, parlons du serveur web Tomcat. Tomcat, comme vous le savez, c'est un serveur web qui pratiquement vous permet d'établir la connexion entre un protocole HTTP et puis un serveur. Quand vous ouvrez un navigateur et que vous tapez, prenons peut-être un exemple. J'ouvre ce navigateur, je partage mon écran et puis je vous explique quelque chose. Prenons, j'ouvre ce navigateur et puis je commence à taper un exemple, j'ai dit n'importe quoi, je commence à écrire www.sati, voilà, sati.com. Je tape ça. Alors, lorsque je tape, le serveur qui me permet d'arriver sur cette page n'est rien d'autre qu'un serveur web. C'est lui qui établit la connexion en utilisant les protocoles de connexion. Généralement, nous, on aime utiliser Tomcat ou peut-être un serveur Apache. Tout compte fait, c'est le serveur Apache. On utilise comme on veut. Ah, bizarrement, mon nom existe quelque part chez les Chinois. D'accord. Alors, donc, lui, il vous permet d'établir la connexion. Comment on télécharge Tomcat? Pour télécharger Tomcat, vous venez à l'adresse suivante. https://tomcat.apache.org. Je prends ça et je vais sur un navigateur et je tape Entrée. Automatiquement, je suis sur la page de téléchargement Tomcat. Voilà, c'est ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, sur cette page d'accueil, vous voyez, cette page, c'est la page d'accueil. Voilà. Et c'est comme ça notre page WebSIG sera. Notre page WebSIG aura une page d'accueil comme ça, avec toutes les images, toutes les informations que nous souhaitons avoir. Sur cette page, nous avons des informations qui concernent Tomcat, mais en même temps, nous avons une partie où c'est marqué Download. Download, Tomcat a plusieurs versions, mais les plus récentes, nous avons la version 10, la version 9 et la version 8. Pour ce cours, nous allons utiliser la version 9. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans Download et je clique Tomcat 9. Et je clique comme ça, Tomcat 9. Voilà, je suis sur Tomcat 9. Et puis, je regarde. Voici donc les différentes catégories du fichier. Et à partir de chaque catégorie, moi, je peux maintenant télécharger ce que j'ai envie de télécharger. Monsieur, oui. Le site là, c'est dans, comment dirais-je, dans le dossier qu'on est en train de télécharger.
Ça est dans le cours. J'ai tout dit dans le cours là-bas pour vous. Tout est dans le cours. Tout est dedans. C'est bon? D'accord, professeur. Tout est dedans. Et même encore, vous pouvez trouver les vidéos que nous sommes en train de faire à présent. Les vidéos sont en ligne. Vous pouvez même regarder ces vidéos-là. Tout est dans le cours et bien détaillé dans le cours pour vous. Et à partir de là, ça va vous de télécharger ce que vous voulez. Si vous voulez télécharger, bon, en fonction de cette distribution, il y a plusieurs catégories au niveau de cette distribution. Nous avons la distribution binaire qui nous permet de télécharger ce que nous voulons. Si nous voulons 64 bits, 32 bits, si nous voulons sous forme de Windows Installer, ça veut dire que quand vous cliquez, vous voyez une petite fenêtre qui apparaît pour mettre cette app là. Et vous cliquez dedans et puis vous cliquez suivant, suivant, suivant. Voilà, on appelle ça le setup du logiciel, mais qui utilise la fenêtre Windows Installer. Voilà. Donc, vous cliquez là et vous téléchargez Tomcat, la version. Voici donc comment on télécharge Tomcat. Lorsque vous avez fini de télécharger Tomcat, vous pouvez aussi télécharger GeoServer. Pour télécharger GeoServer, ce n'est pas compliqué. Nous venons et nous copions juste l'adresse https geoserver.org release stable. C'est-à-dire nous prenons la version stable. Nous prenons la version stable. Donc, on ouvre une fenêtre et nous tapons. Et donc, nous sommes sur la version stable de GeoServer. Donc, ici, nous avons la version stable. Et la version stable ici, c'est 2.20.3. Et c'est cette version que nous allons télécharger. Mais ne vous gênez pas, nous avons déjà téléchargé la version pour vous. Quel type de package que nous devons télécharger? Au niveau de GeoServer, il y a deux types, on va dire qu'il y a trois packages. Vous avez le package qui peut s'installer sous forme de web archive, ça veut dire sous forme de archive web. Ça veut dire quoi? On copie et on veut le placer dans le web app de Tomcat. C'est-à-dire ici, GeoServer devient comme une application web. Donc, nous, pour ce cours, nous allons utiliser GeoServer comme une application web et non comme un service. Donc, ce que nous allons faire ici. Donc, quand nous allons l'installer, on va le mettre sous forme, on va le déployer comme un service web. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, voici comment on télécharge les deux premiers utilitaires pour le cours WebSig. Donc, Tomcat, ensuite GeoServer. Dès que nous avons fini de télécharger, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons là où nous avons téléchargé Tomcat. Moi, j'ai téléchargé Tomcat et je l'ai placé au bureau. Donc, automatiquement, voici ma ressource que je viens de télécharger au niveau de la plateforme, cette ressource. Je fais clic droit et qu'est-ce que je fais? Je mets extraire vers et rapidement, je vais extraire. J'extrais et j'ouvre. Ensuite, je vais exactement extraire toutes ces informations. Donc, j'extrais toutes les informations. Donc, j'ai la partie outils qui comporte toutes les informations de Tomcat, tout ce dont j'ai besoin pour la mise en place de mon application WebSig. Ça, c'est la partie outils. Ensuite, j'ai la partie tableau de bord. Tableau de bord, c'est juste la page d'accueil qui définit l'application web dont nous avons parlé dans les composants du WebSig. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la page d'accueil. Pour ce cours-là, j'ai conçu la page d'accueil pour vous. Ça ne veut pas dire que quand vous serez en entreprise,
c'est nous qui allons concevoir cette page d'accueil pour vous. Non, non, non. C'est vous-même qui allez faire ça. C'est vous. Voilà. Mais vous devez vous inspirer de cette page d'accueil-là par rapport à votre projet en question. Donc voilà, nous avons tous nos différentes ressources qui sont là. Et je vous attends, si vous êtes prêts, nous allons commencer maintenant les installations. Vous êtes prêts? Quelqu'un peut partager maintenant son écran? Donc, jusqu'à présent, personne n'a fini. Ah, professeur. Ah. Ouais, je pense que... Ah, Koutou a presque fini. 1617 mots d'ici à 111. Moi, j'avais fini, mais il n'est pas Zoom, malheureusement. Vous dites? Il n'est pas Zoom. Vous n'avez pas le zip? Vous n'avez pas quoi, madame? Zoom. Vous n'avez pas Zoom? Wow. Ah, mais dans ce cas, mettez ça sur une clé et donnez ça à quelqu'un qui a Zoom. Il a donné ça à Stéphanie. Ah, bah, Zoom. Non, mais installez Zoom maintenant. Installez. Téléchargez et installez parce que nous allons prendre, on va travailler sur votre machine. Ressources. Les ressources web-site. C'est celui-là. En général. Alors, je vous présente le cours. Alors, voici le cours. Donc, je partage mon écran et vous pouvez regarder l'installation à la maison. Parce que là, vous n'avez pas encore téléchargé. Donc, voici en fait comment va se dérouler l'installation. Lorsque nous avons fini de télécharger, ça c'est la leçon 2, nous avons placé en des étapes. Donc, Koudou, tu vois que tout est détaillé ici. Hein? Il faut Voilà. Ensuite, nous avons installation, le B est l'installation. Les captures d'écran qui sont là définissent les étapes. 1, vous cliquez, vous faites double clic. Donc, on s'en va. Je vous présente ça rapidement. Ressources. Outils. Tomcat. Voilà. Clic droit. Clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. C'est ressources web-site. Ensuite, oui. Voici donc la première fenêtre d'accueil de Apache Tomcat Setup. Et c'est cette page d'accueil-là que nous avons dans notre cours. Ça, c'est la première page. Monsieur. Ensuite, on clique suivant. Monsieur. Vous cliquez suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, vous avez une première information qui vous permet de valider
la licence, de dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Même si vous ne lisez pas, vous êtes d'accord. Donc, vous cliquez d'accord. Ensuite, il vous met en même temps tout ce dont il a besoin pour l'installation. Généralement, moi, j'aime beaucoup mettre Host Manager. Donc, cliquez dans Host Manager. Je clique dedans. Et Next. C'est bon? Lorsque vous voyez Next, vous tapez en même temps toutes les informations. Mais pour le cas de ce cours, le port que nous avons utilisé, c'est 80-81. Donc, vous tapez 80-81. C'est bon? Et au niveau de username, vous tapez admin. Admin. Ensuite, le password, vous mettez le password que vous-même, vous connaissez. Ne mettez pas un mot que vous allez oublier après. Mettez un mot simple. Moi, pour éviter tous les soucis, je mets même username là. Je mets ça en password. Je mets admin, admin. Et puis, c'est fini. Ou au pire des cas, vous pouvez mettre votre nom. Bon, ça dépend de vous. Dès que vous finissez, vous mettez NES. Moi, j'ai déjà installé Tomcat sur ma machine. Monsieur, Oui. vous n'avez pas mis. Oh, le téléchargement est prêt et puis on a fini d'installer Zoom. Ah, donc, ce qui veut dire qu'on peut faire ça chez toi. Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'arrête rapidement mon partage et puis tu partages ton écran. Joman BC, bonne arrivée. Monsieur, c'est moi. Ah, c'est vous? Monsieur. Ah, d'accord. Voilà, donc allons-y. Bon, professeur, voici la ressource qui a été téléchargée. Oui, elle est où? Je ne la vois pas, la ressource. Voilà, je vois maintenant le bureau. Très bien. Donc, tu fais clic droit. Clic droit. La ressource. Oui, clic droit. Extrait vert. Voilà. Vous faites ça pour juste extraire. On a extrait notre ressource. Voici la ressource là. Allez-y, ouvrez. Très bien. Sélectionnez les deux fichiers zippés et on va les extraire les deux ensemble. OK, comme ça. Voilà, clic droit. Et vous faites séparer. Extraire chaque archive dans des dossiers séparés. Non, non. Après, voilà. Et lui, il va extraire dans les dossiers séparés. Ah, vous êtes allé où? OK. Voilà. Très bien, tout est là. Il a fini. On va dans outils. Outils, plus haut. Voilà. Donc, on a Tomcat qui est là. Oui, clic droit. Et vous validez. En tant qu'administrateur, bien ouvrir ça. Oui, en tant qu'administrateur. C'est bon? Oui, professeur. Je regarde. Next. I agree. Vous sélectionnez Host Manager. En fait, le Host Manager, c'est juste gérer ou administrer
le serveur. Next. Next. Alors, prenons par défaut 80-81 pour éviter les conflits de port avec tout système installé. D'accord, professeur. Voilà. Et on laisse comme ça, -1. Oui, -1. En fait, le -1, c'est pour éteindre le serveur. C'est le port qui permet d'éteindre le serveur. Ah. Ou si vous voulez, d'arrêter le serveur. Et create, monsieur là, on coche voilà. pas. Lui, il te permet de créer les icônes que vous avez sur le bureau là. Il te permet de créer juste un truc comme ça sur le bureau. Donc, tu coches, ça va créer l'icône sur le bureau. Ensuite, username. Tu mets le user que tu veux. Ah, tu es avec les majuscules? Waouh. Là, tu es fort, hein? C'est bien ça. Tu mets le mot de passe. N'oublie pas, hein, les mots de passe, si tu as oublié, on ne pourra plus vraiment administrer ton serveur. Vous n'avez pas oublié. OK. Next. Par défaut, il te dit que tu as besoin de celui-là. Ça, c'est Java. Donc, il a détecté sur ta machine que Java est installé. On met Next. Installe. Et puis, il est en train d'installer notre Tomkit. Décoche show readme. On n'a pas envie de lire un long test. Donc, tu enlèves le show readme. Et puis, on peut démarrer la page lui ici. On peut, si tu cliques sur Finish, il démarre en même temps le serveur Apache. Donc, clique Finish. Et il va démarrer le serveur. Voilà, il démarre le serveur Apache. Intéressant. Ouvrez maintenant une page web. On va regarder est-ce que votre serveur est bien installé. Ouvrez juste un onglet et puis vous tapez localhost. Localhost. Localhost 2.8081. Entrée. S'il est bien installé, la page d'accueil de notre serveur Apache doit apparaître. Et félicitations, vous venez d'installer votre serveur Apache. Merci pour ça. Alors, ce n'est pas fini. On va analyser un peu le serveur. Donc, voici votre serveur qui est là. Le premier bouton, c'est marqué serveur status. Ça nous donne en fait le statut du serveur. Le serveur, quelles sont les informations qu'il a, qu'il possède, ainsi de suite. Si vous cliquez dedans, vous allez avoir toutes les informations qui se trouvent sur votre serveur. Allez-y, ne vous gênez pas, cliquez sur moi. Vous voyez qu'est-ce qu'il vous demande? Le nom de l'utilisateur et votre mot de passe. Donc, voici pourquoi on a demandé de ne pas du tout oublier. Hein. Voici donc les informations qui se trouvent sur votre serveur. Vous voyez, il vous dit tout sur votre serveur. La mémoire, les partages, les différentes informations, tout est là. Tout. Ça, c'est sur le serveur. C'est bon? Voilà, il vous donne tout. Allons-y maintenant. Venez dans, comment on appelle la même là? L'URL que vous allez taper, la localhost là. Supprimez juste manager statut. Vous supprimez ça seulement et puis vous tapez entrée. Voilà. Et entrée. Entrée seulement, ne vous gênez pas. Entrée.
Ça, c'est le premier bouton. Le deuxième bouton, on a Manager App. Cliquez sur Manager App. Ici, c'est pour juste gérer toutes les applications qui se trouvent dans votre serveur. Cliquez. Le deuxième bouton. C'est fait. C'est fait. Vous voyez ici, actuellement, vous n'avez aucune application dans votre serveur. C'est ici, on déploie toutes les informations, tous vos sites là. Quand vous êtes là, vous dites, j'aimerais déployer mon application sur un serveur, Vous attendez au moins ce genre d'expression là. C'est comme ça on déploie les applications. Donc, on va déployer tout de suite quelques applications sur votre serveur. La première application que nous allons déployer, on va déployer ça manuellement. On va créer nous-mêmes notre application web que nous voulons mettre en place. Pour ce faire, je vous invite donc à aller à la racine de Tomcat. Donc, ouvrez votre disque dur. Ouvrez votre disque dur. Si vous voulez, allez-y dans votre C, votre disque C. Le C. Hein. OK. Allez-y. Vous cherchez. Allez-y dans Programme d'abord. On va regarder s'il est là-bas. Programme. Si. On cherche Tomcat. Donc, on va voir Programme d'abord. Cliquez dans Programme. Ouvrez s'il vous plaît. OK. Alors, suivez très bien. Tomcat, l'installation de la version 9, Tomcat se positionne dans le dossier appelé Apache. Apache Software Foundation. Donc, quand vous regardez Apache Software Foundation. Cliquez. C'est cliqué? Vous pouvez poser la connexion un peu lente ici, pour ça, ça tue. Ah, d'accord. Vous avez Tomcat 9. Voici, on vient d'installer Tomcat. Ouvrez, s'il vous plaît, Tomcat. On va regarder un peu les dossiers qui sont dans Tomcat. Vous voyez qu'il vous demande une autorisation, mettez oui et on avance. Continuez. Alors, voici donc les sous-dossiers et les dossiers installés dans Tomcat. Le premier dossier est appelé bin. Bin ici contient tout ce qui est comme application, le cœur de votre Tomcat. Ouvrez dans le dossier bin, vous allez voir tous les petits fichiers. C'est ici que Tomcat se démarre. Allez au bureau, je vais vous montrer quelque chose. Allez au bureau. On va regarder est-ce que l'icône Tomcat est au bureau. Regardez bien l'icône. Est-ce que vous voyez un chat de courir quelque part? Il est là, le chat? Non. Il n'est pas là. Allez-y dans le menu démarrer. Cliquez sur la touche Windows. La touche Windows de votre clavier. Voilà Tomcat qui est là. Vous voyez? OK. Lui, quand vous le cliquez, automatiquement, c'est lui qui était, en fait, l'application qui était dans le C, là, dans le bin, dans le dossier bin de Tomcat. Quand vous cliquez ces boutons d'ici, il appelle en même temps l'application qui se trouve dans le dossier bin de Tomcat. Donc, on va dans le dossier bin de Tomcat et vous allez voir qu'est-ce qui démarre rapidement. Allez-y, le dossier bin est là. Voilà. Voilà. Il démarre Tomcat 9W. Il démarre Tomcat 9W. Il démarre Tomcat 9W. J'ai une question. Oui. Entre les deux Tomcat là, W puis sans W. Le W, lui, c'est une fenêtre. Le W dit Windows. C'est une fenêtre. L'autre, c'est un
si vous voulez, il démarre l'invite de commande. C'est-à-dire l'autre, il gère le côté commande, les protocoles, les lignes de commande. Par contre, le W, lui, il vous permet de démarrer, on va voir, démarrer vous-même. Démarrer le W. Faites double clic sur lui. Voilà. Vous voyez maintenant? Si vous voulez que Tomcat démarre automatiquement, vous cliquez dans Startup Type, où c'est mis manuel là. Vous cliquez et vous pouvez mettre automatiquement. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Automatiquement veut dire que lorsque vous allez démarrer votre système, il va démarrer automatiquement Tomcat. Ne le faites pas d'abord. Parce que si vous avez plusieurs serveurs qui doivent être démarrés automatiquement, ça va ralentir votre système et vous allez commencer à dire « ma machine est lente, ça ne va pas » et ainsi de suite. Allons-y doucement. Après, on va voir comment gérer tout le reste. Si vous voulez arrêter, il suffit de cliquer sur le stop. Vous cliquez sur stop, vous arrêtez le Tomcat. Pour l'instant, on ne va pas l'arrêter. Ah, vous l'avez arrêté. C'est pas grave. Venez cliquer sur start. Cliquez sur start. Voilà. Et on redémarre toujours. Vous avez bien fait quand même. Hein? Ça a permis au moins aux dames de savoir qu'en cliquant sur stop, il s'arrête et en cliquant sur start, il démarre. OK. OK? Dès qu'on a fini, cliquez sur OK, s'il vous plaît. Voilà, on a tout bouclé. On va maintenant à la racine. Donc, venez cliquer dans Tomcat 9.0. Juste en haut. Juste, je vais monter les raccourcis là. Juste le haut. Dans l'URL où c'est mis ce PC 10 local programme, il y a Tomcat 9.0. Non. Donc, effacez le bin seulement. Effacez le. Voilà, tapez entrée. Merci. Alors, quand vous entendez à la racine de Tomcat, quand vous entendez la racine de Tomcat, ça veut dire venez dans le web APPS. Vous venez dans le web. C'est ici qu'on met tout ce qui est comme application, c'est ici qu'on met. C'est ici. Si vous voulez créer une application pour gérer les inondations, c'est ici où vous créez votre application. Si vous voulez créer une application pour gérer les étudiants du CURAT, c'est ici. Un exemple, nous, on veut créer une application WebSig, n'est-ce pas? Donc, je fais sortir le protocole de la fiche du TP. Le TP d'aujourd'hui, le TP2. Le protocole du TP2. Donc, création du projet. J'ai dit à la racine du serveur de Tomcat, dossier APPS, étape 1, créer un dossier renommé WebSig. Vous voyez bien comment on a écrit, hein? WebSig. Donc, comment il s'appelle là maintenant? Koutou, tu vas arrêter ton partage et puis moi, je vais partager mon écran et vous allez voir un peu le protocole. Je vous montre donc le protocole. Tu as arrêté ton partage? Ton écran est toujours partagé. Non, pas là-bas. Tu veux quitter la vidéo? Non, mais bon, c'est fini. Il va revenir. Ah, d'accord. Donc, partagez. Je partage, je vous montre le protocole. Voici le protocole ici, s'il vous plaît. Alors, je vous envoie ça même. Je vous envoie même dans la discussion, s'il vous plaît. Je vous envoie dans la discussion.
Je vous envoie ça dans la discussion. Je vous envoie tous les protocoles dans la discussion et vous allez vous inspirer pour travailler. Monsieur, c'est sur la plateforme, ça. Pardonnez? C'est sur la plateforme, non? Non. Pour le TP, là, la conduite du TP, là c'est dans les séances ici. Je vous envoie dans la discussion et puis télécharger. OK. Ah, c'est mal. OK, je continue. TP2. OK, vous avez ça. Hein? Regardez dans la discussion. Je vous envoie le TP3 aussi. Commencez à télécharger en même temps pour garder sur votre bureau. Vous avez été téléchargé? Vous avez téléchargé? Oui, monsieur. OK. Voilà. Donc, je vais vous envoyer tout, hein, tout se trouve là-bas maintenant. Donc, on va demander à Couteau de partager son écran maintenant. Comme vous avez le protocole maintenant de TP, donc moi, je vous écoute. Oh, mais comment il s'appelle là? Joma? Monsieur. Voilà. Est-ce que vous avez installé Tomcat? Oui. OK, donc, allez-y, partagez votre écran. Si possible, quoi. Monsieur, pendant que vous partagez votre écran, je ne peux pas partager mon écran. Vous dites? Pendant que vous partagez votre écran, je ne peux pas partager mon écran. J'ai arrêté maintenant. J'arrête. Allez-y. OK. Donc, ouvrez maintenant TP1. Non. TP2. Le TP2. OK. Monsieur, on va arrêter Oui. et on peut relancer. D'accord, allez-y. Pas je vais arrêter ici. Voilà. Amen.